très content de vous recevoir pendant ces journées du Conseil de l'ordre régional de l'Ariana. Donc, tout l'effort qu'on fait est concrétisé par votre présence. Donc, on est content de vous recevoir. Je suis très content aussi de présenter un ami aujourd'hui. Donc, c'est Arsène Nif, qui est un camarade de promotion. Donc, Arsène a fait une quinzaine d'années dans le marketing pharmaceutique, c'est ça. Donc, il a roulé sa bosse. Donc, plusieurs laboratoires internationaux. Donc, et maintenant, il lance son projet pour le consulting, c'est ça? Tout à fait. Donc, la formation avec tous les intervenants dans le milieu pharmaceutique, l'officier, parce qu'il n'y a pas que les industries ou les laboratoires de promotion qui s'intéressent à la formation et de l'équipe et au management. Donc, l'officier, les industries, les laboratoires de promotion, donc les grossistes répartiteurs, voilà. Donc, ils s'intéressent à la formation, ils s'intéressent au management, aux ressources humaines, au management. Donc, voilà, on va l'écouter ensemble et voilà, très bientôt. Et on reparlera, d'accord? Merci beaucoup, Youssef, pour cette présentation. Je vous remercie également d'être venu à cet atelier-là. J'espère que ça va vous plaire. Et je lance, vous connaissez déjà, le concept. Ça va être interactif. Les cours académiques. Donc si on veut réellement être productif, si on veut passer un agréable moment ensemble, essayons tous d'interagir, de participer pour que ça soit réellement bénéfique. Donc ce module, les techniques de vente à l'officine, c'est un module que j'ai développé effectivement qui est destiné aux officinaux mais aussi aux équipes officinales. Et malheureusement, faute de temps, on n'aura pas la possibilité de suivre le module en entier. Ça va être juste un petit aperçu avec les notions de base et j'espère qu'on aura l'occasion de faire le module entier dans les jours et les semaines qui viennent. Alors, aujourd'hui, le pharmacien officinal a certainement toutes les informations, tous les acquis scientifiques et techniques pour gérer son officine. Malheureusement, rares sont ceux qui ont choisi également de s'armer avec les soft skills pour effectivement améliorer la façon de faire à l'officine. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la concurrence est devenue très rude. Il y a beaucoup d'espaces para, il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui dans tous les produits parapharmaceutiques et médicaux. C'est pourquoi j'ai une intime conviction, c'est que le pharmacien et son équipe sont les seuls capables de faire la différence. Et c'est effectivement dans cette optique-là que j'ai développé ces modules. Alors, au programme, ça va être un petit rappel sur les mécanismes de la communication. Par la suite, j'ai choisi la méthode des 5 C pour l'appliquer à la vente à l'officine. Je vois ici présent plusieurs collègues experts en communication, ça me fait énormément plaisir. Mais je vais aller quand même petit à petit, vu que certains n'ont pas également ces compétences et ces connaissances en communication. Un exemple classique. Alors, voilà. Entre ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, ce qu'entend notre interlocuteur, ce qu'il écoute réellement, ce qu'il comprend et ce qu'il retient. Selon vous, quel est le pourcentage du message qui arrive à être retenu par notre interlocuteur? 15%. 10%. 15, 10, 20 30. Comment? 10. Oui, on est très proche. 20. Oui. Essayez de retenir ce chiffre-là, parce que tout l'enjeu de la communication réside dans ce chiffre-là. En effet, malheureusement, après toute la cascade, il y a quand même 92%
du message qui part dans la nature. C'est pourquoi nous devons essayer de communiquer d'une façon très efficace afin de garantir l'acceptation et la rétention de notre message. Donc en matière de communication, on fait généralement la différence entre 3 niveaux de communication. La communication verbale, c'est les phrases, ce qu'on dit réellement, les mots qu'on prononce et qu'on dit. La communication non verbale, c'est la gestuelle. Et la communication paraverbale, c'est le comment le dire, la voix, le temps, etc. On va commencer par la communication verbale. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo-là? Je suis sûr que même si lui-même va voir par la suite cette vidéo, il ne va pas se comprendre. Alors pour moi, la chose à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut essayer de communiquer d'une façon très simple. Donc, évitez de trop dire. Dire moi, mais dites-le d'une façon plutôt agréable. Utilisez plutôt des phrases simples, des mots simples, une bonne articulation, avoir un schéma clair et savoir conclure. Si on va utiliser des mots du genre arbadat tawda, soyez sûr que personne ne comprendra. Mais par contre, si on choisit des mots simples, des phrases simples, si on sait et on prend le temps de bien l'articuler, nous avons toutes les chances d'être compris et que notre message soit retenu. Donc ceci pour la communication verbale. Qu'en est-il de la communication non verbale? Je vous rappelle comment le dire. C'est une phrase simple, le professeur dit l'élève est con. Maintenant, je vais demander à Monsieur le Président de lire cette phrase avec le professeur dit l'élève est con. Alors, prononcé de cette façon, quel est le message retenu? Comment? Très bien. Très bien. Maintenant, Ayman, tu vas m'aider et lire cette phrase. Le professeur dit l'élève est con. Qui est devenu con maintenant? Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste choisi une ponctuation différente, on a juste choisi des virgules, et on voit bien que le sens de la phrase a complètement changé. Maintenant, nous avons la chance de voir ces virgules-là. Quand on parle, l'interlocuteur n'est pas censé voir. Et par contre, c'est à nous de lui expliquer qu'il y a effectivement des virgules ici et des points par là. Donc, pour résumer, comment on peut appuyer un message? On peut dire simplement ce produit est 40% moins cher. Comment on peut dire ce produit est 40% moins cher? Donc, le fait d'insister, d'appuyer sur quelques mots, le fait d'allonger un peu cette partie de la phrase aura comme effet de marquer notre interlocuteur et lui faire comprendre que cette partie de la phrase, elle est très importante. C'est le paraverbal. Comment? C'est le paraverbal. Alors, le paraverbal, c'est plutôt la gestuelle. Même si la définition... Comment? Le paraverbal, c'est l'intonation de la voix. L'intonation, ça dépend des auteurs. Ça dépend des auteurs. Mais généralement, si on choisit... comment dirais-je, l'école anglo-saxonne, ils disent que le paraverbal, c'est plutôt tout ce qui est gestuel plus les mimiques. Mais tout ce qui concerne la voix, le comment, c'est plutôt du paraverbal. Voilà. Comment minimiser un défaut? Ben, exactement le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'allonger,
passer rapidement cette partie-là pour dire que finalement c'est insignifiant. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Et on passe directement au non-verbal. Voilà. Donc tout ça, c'est pour dire que même le silence avec la gestuelle peut passer des messages. Tout dépend de la posture, tout dépend de notre attitude, tout dépend effectivement des mimiques du visage, etc. Pour moi, les meilleurs communicateurs sont ces petits enfants, ces petits bébés qui sont capables de passer des messages sans parler. Voilà, on arrive maintenant à la troisième partie qui est l'écoute active. Communiquer veut dire parler, mais aussi écouter. Donc, on a vu ensemble brièvement la première partie. Qu'en est-il de la deuxième partie, l'écoute active? Le principe de base dans l'écoute active, c'est de laisser notre interlocuteur parler, éviter bien sûr de l'interrompre, laissez-le vider son sac sans porter de jugement. On voit bien beaucoup de personnes dans la vie courante qui ne vous laissent même pas le temps de vous exprimer, croyant qu'ils ont déjà saisi le sens de votre intervention. Cela ne va pas du tout vous faciliter la tâche. Un bon communicateur est par principe quelqu'un qui sait écouter pour pouvoir répliquer par la suite et pour pouvoir effectivement interagir avec son interlocuteur. Voilà, donc ceci est, comme j'ai dit, un petit rappel rapide de quelques principes fondamentaux de la communication, puisque on aura besoin de ça pour bien vendre par la suite. On arrive maintenant aux 5 étapes de la vente. Il y a plusieurs techniques de vente. J'ai choisi une technique très simple que j'ai trouvée plutôt utile dans le contexte officinal. C'est la méthode des 5 C. Contacter. Dans le contexte officinal, ça va être l'accueil à l'officine. Connaître, dans notre cas, ça va être comment cerner les besoins. Convaincre, c'est présenter notre produit avec ses avantages. Conclure la vente et consolider la vente. On va commencer avec la première partie, l'accueil à l'officine. Tout d'abord, je vais vous demander de m'aider à définir cette personne qui entre dans votre officine. S'agit-il d'un client, d'un patient, ou, comme le suggèrent certains auteurs, un patient-client? Alors, on va voter rapidement puisque on va utiliser le terme que vous allez choisir.
Qui est pour le premier, un client? Une seule personne. Un patient? Très peu également. Patient-client? Beaucoup plus. D'accord. Ce n'est pas à moi de choisir, c'est à vous de choisir. Mais à partir de maintenant, on va utiliser plutôt ce terme-là. On va parler du patient-client. Bien sûr, évitez de dire client-patient parce que le client, par principe, n'est pas patient. Il est toujours présent. Voilà. On arrive maintenant à une autre question. Pourquoi on rentre dans une officine? Généralement, pourquoi on reçoit du monde dans notre officine? Pour acheter des médicaments ou d'autres. D'accord. Avoir un conseil. Des conseils? Renseignements? Autre chose? Pour papoter parfois. Oui. Papoter de quoi? N'importe quoi, leurs problèmes. D'accord? Très bien. Alors, généralement, les personnes qui entrent dans une officine, soit il s'agit de personnes malades, des personnes qui souffrent, ou plutôt, il s'agit de parents d'un patient, client, malade. C'est quelqu'un qui cherche des conseils, comme on a dit ensemble. C'est quelqu'un qui a des inquiétudes, qui cherche une prévention, qui cherche des renseignements, etc. Donc, quel que soit le motif, cette personne a besoin d'empathie. Elle a besoin de votre écoute. Elle a besoin de votre réconfort. Elle a aussi besoin de trouver des professionnels crédibles qui sont là pour les aider, pour les conseiller. Il s'agit de personnes vulnérables. Voilà. Par contre, comme tout client qui cherche à satisfaire un besoin, il faut bien voir si cette personne-là sait ce qu'elle veut réellement. Donc, à quoi on s'attend quand on rentre dans une officine? À quoi on s'attend? Tout à fait. Oui. Mais avant tout, un bon accueil. C'est la moindre des choses. Voilà. C'est pour ça que je vais parler un peu de l'attitude d'accueil ou l'accueil-attitude. Il y a plusieurs volets dans cette attitude-là. Le premier volet, le plus simple, c'est de bien accueillir cette personne-là. Avec un bonjour avec un grand sourire, avec un bon regard. Idéalement, puisque, comme nous avons dit tout à l'heure, le client n'est pas patient par principe, donc idéalement, annoncer d'emblée le délai d'attente. Par exemple, si on est disponible, c'est clair qu'on va l'accueillir directement. Si nous avons déjà des personnes qui sont venues avant cette personne-là, ben, la moindre des choses, c'est de lui dire « Attendez, monsieur, le temps que je termine avec ce patient-là, et je serai à vous dans quelques minutes. » Ou simplement, laissez-moi juste terminer cette ordonnance-là, et je serai à vous, etc. Il faut comprendre ça sans que le bouton, ça, c'est rien compris. Oui, mais ça fait plaisir de l'entendre. Ça fait plaisir de l'entendre. Écoutez, mettez-vous à la place de ce patient client dans un autre contexte. Vous êtes allé à une boutique, d'accord? Et vous êtes là pour chercher, je ne sais pas, une robe ou quelque chose d'autre, et vous avez besoin d'informations. Si personne ne vient vous chercher, ou si personne ne vous adresse la parole, je suis sûr que vous n'allez pas être dans une position confortable. Ce que je veux dire, vous pouvez le regarder, lui dire bonjour, façon de lui dire je vous ai vu, mais de là lui dire bon, donc la deuxième partie de la phrase. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes sûr que ce patient client est conscient que même si vous n'avez pas de personne devant vous et que vous êtes en train de faire quelque chose? Alors, supposons que vous êtes comptoir, vous n'avez personne devant vous, mais vous êtes occupé
je ne sais pas, par une assurance, une ordonnance. Non, là, vous laissez tout. Vous Et si c'est urgent. Il faut faire comprendre aussi. Si vous avez un patient client qui est dans l'autre salle pour une injection et qui vous attend. Il faut faire comprendre aussi Ouais. qu'il est le prochain. Voilà, c'est Il y a ça. 2-3 personnes, C'est ça. c'est lui le prochain. là, c'est- C'est très simple. Voilà. Donc, en plus du bonjour, la posture est très importante. On dit souvent dans notre langage courant, j'ai été accueilli à bras ouverts. Bien sûr, je ne vais pas vous demander d'ouvrir les bras pour chaque personne qui vient franchir la porte. Mais par contre, à bras ouverts, c'est encore une fois dans la gestuelle, c'est-à-dire juste le fait de dire bonjour avec cette attitude-là est très encourageant, contrairement à un vendeur qui vous accueille en faisant ça. Voilà. C'est un signe de fermeture. Donc essayons plutôt d'avoir un signe d'ouverture. Non, pourquoi ça marche? On ne peut pas avoir un signe d'ouverture pendant les 9 heures. Ça, il faut le reconnaître. C'est vrai, au début Alors, excusez-moi, même si je vous comprends parfaitement. Mais encore une fois, ce n'est pas de sa faute à Je lui. sais, mais ça nous dépasse. Je comprends, mais faisons de notre mieux. Parce que finalement, ce n'est pas de sa faute s'il vient à 18h avec son ordonnance. Ce n'est pas de sa faute. Il est là parce qu'encore une fois, il a besoin de vous. Il a besoin de votre écoute, de votre empathie. Et donc, c'est à nous de nous adapter. Ce n'est pas à lui de s'adapter. Des fois, les malades viennent à 18h ou même à 19h30 pour parler. Oui. Pas pour avoir une ordonnance, pour papoter, comme a dit tout à l'heure. Papoter. Nous, on est stressés par nous, on fait rire. Des fois, les gens ne sont pas contents parce qu'on ne peut pas les écouter. Il faut le dire. Alors, il suffit de bien l'accueillir. Il suffit de bien l'accueillir et lui annoncer par la suite, excusez-moi monsieur, on ferme dans 5 minutes. Mais rien ne vous empêche de bien l'accueillir. Voilà. L'accueil, attitude, concerne également le look de façon générale. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les considérations personnelles, mais par contre, essayons d'avoir un look professionnel. Je parle surtout de votre personnel. Essayons d'éviter tous les looks extravagants. Parce que c'est la première impression qui est laissée et qui est la plus importante pour le patient client. Le point de vente, bien sûr, l'agencement, et on parle de plus en plus de l'espace de confidentialité. Je sais qu'en pratique, ce n'est pas toujours évident, mais essayons au moins de séparer un peu l'espace entre les différents clients. Parce qu'encore une fois, ce patient client a besoin de votre écoute et de votre empathie. Ça, c'est pas faisable en Tunisie. Non, non, on fait. Certains le font, certains ont réussi à le faire. Parce que l'Européen, il fait la queue à 2 mètres de comptoir. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de l'agencement. Mais c'est une question de mentalité. Je sais, malheureusement, ça ne fait pas partie de notre mentalité, c'est vrai. C'est à nous de nous adapter On et fait la d'imposer queue ça. horizontalement. On fait comment ça peut? C'est ce qu'on appelle la queue de poisson. C'est un peu ça. Oui, parce que ça commence avec une personne et ça finit, voilà. C'est vrai, parfois même à la banque, quelqu'un qui va au PC, il se retrouve avec 2 autres personnes de part et d'autre. C'est vrai. Les lignes rouges ou jaunes sont effacées, parfois sont enlevées d'un coup, donc c'est ce que dit. Alors, c'est une des raisons qui a poussé plusieurs décorateurs spécialisés dans l'officine de faire des comptoirs séparés. Voilà. C'est pour éviter de trouver des personnes l'une à côté de l'autre. Et au cas où, mais au moins, on essaie d'améliorer les choses. On délivre des produits de gynéco quand même, il faut que ce soit intime quand même. Oui, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'oncologie, les patients de psychiatrie, etc. Donc il faut garantir un minimum de confidentialité. Se présenter idéalement
Vous allez me dire que, encore une fois, ce n'est pas toujours facile. Je comprends. Mais personnellement, je connais des pharmaciens qui ont réussi à le faire. Se présenter ne veut pas dire « Bonjour monsieur, je suis le pharmacien ». Pas nécessairement. Un petit badge pour dire que c'est le pharmacien officinal, c'est le pharmacien assistant, c'est le préparateur responsable de la cosmétique, par exemple, c'est le préparateur qui fait les injections, etc. Donc, ça dépend de comment on a choisi de dispatcher les tâches, mais il est très important d'essayer d'orienter ce patient dès le premier contact. S'il est venu pour chercher le pharmacien ou le pharmacien assistant, autant le trouver directement en lisant simplement le badge. Et, encore une fois, le premier contact est très important parce que c'est ce qui va créer le lien entre le professionnel et le patient client. La phrase la plus simple, c'est de dire comment je peux vous aider, l'orienter, le cas échéant, si le préparateur vient d'accueillir quelqu'un qui cherche le pharmacien assistant, ben, la moindre des choses, c'est de lui dire « Ok monsieur, je vais l'appeler, il est disponible, il n'est pas disponible, revenez telle heure, etc. » Oui. En général, dans une pharmacie, كل كليون عنده البريباراتور نتاعو اللي يمشي له، حتى سي مشيتي فارماسيان كل كليون دونك اوتوماتيكمون لي جون سون ديسباتيك واحد يرضى. شكون يحب يتعامل معاه؟ On n'a pas besoin de se présenter. Au bout d'un certain temps, ils connaissent très bien le pharmacien, je suis pharmacien, je suis préparateur, etc. Mais les gens, ils connaissent c'est tout. Alors, je comprends parfaitement. Maintenant, qu'en est-il des passants? Vous parlez, voilà, vous parlez des habitués. Les passagers ne sont pas connaître qui fait quoi. Si le préparateur est en train de servir une ordonnance, est-ce qu'il est bon de se pencher derrière le préparateur ou pas? Le laisser agir seul ou faire semblant de surveiller Alors, ça c'est un autre volet. Maintenant, on parle plutôt de la gestion du personnel. C'est ça? Ah, d'accord. Ça, c'est pas vraiment en rapport avec le client. Comment? On va y venir. Non, ça c'est notre chapitre. On ne va pas l'aborder aujourd'hui. Ah, okay. Si vous voulez, durant la pause, on peut en discuter. Mais vis-à-vis du client, est-ce que c'est un bon geste ou non? Vis-à-vis du client? Pourquoi? Ça dépend de votre manière de vous penser. Bien sûr, ça dépend. Même si ça dépend plutôt du besoin du client. Oui, mais pour contrôler. Alors, pour contrôler quoi? Donner de l'importance à un client qui est pris en charge par un préparateur, tout simplement. Et est-ce que vous êtes sûr que le patient va apprécier ce que vous allez faire? Oui, mais c'est sûr, je demande. Est-ce que le client l'apprécie? Ben, ça dépend du client, et on va voir par la suite, ça dépend de la personnalité du client. Ça dépend de votre intention. Ça dépend plutôt de la perception, et non pas de l'intention. Tout dépend de la personnalité du client. Comment il va percevoir ce geste-là. Je crois qu'il y a aussi un avantage, c'est de dire que là je suis présent en tant que pharmacien, j'ai des connaissances, je suis ce qui se passe dans mon ici. Mais l'inconvénient, c'est peut-être de dire le préparateur ne pas de vaut rien. C'est ça. Voilà. Après, encore une fois, on va le voir que c'est en rapport plutôt avec le style de personnalité. Bon, les types de questions, on va passer très rapidement pour dire qu'il y a plusieurs types de questions. Mais les plus connus sont les questions ouvertes, les questions fermées et les questions suggestives. Est-ce que quelqu'un peut nous aider pour définir les questions ouvertes en donnant un petit exemple? J'ai mal à la tête. Comment? Une question. Question ouverte. De quoi vous souffrez? De la part du pharmacien. D'une façon générale, qu'est-ce qu'une question ouverte? Ben, je vois que vous avez d'excellentes compétences oratoires, donc allez-y, aidez-nous à définir ce qu'est la question ouverte. La question ouverte, là où l'interlocuteur exprime son avis, son besoin. Oui, excellent. En pratique, une question ouverte, par exemple, de type. Qu'est-ce que vous pensez du... Voilà. Excellent. Une question ouverte, c'est surtout une question à qui on ne répond pas par oui ou non. Parfait. Oui, c'est aussi simple que ça. Généralement, c'est des questions qui commencent par comment, quoi, pourquoi,
etc. Qu'en pensez-vous, etc. Donc c'est une question qui incite notre interlocuteur à développer. Contrairement aux questions fermées, qui sont plutôt appelées en anglais yes or no question. Donc ce sont des questions auxquelles on peut répondre avec un seul mot. Oui ou non, mais pas uniquement ça. Une question fermée peut être également quel est votre nom? Il y a une seule réponse. Le troisième type, c'est les questions suggestives. Quelqu'un sait ce que veut dire question suggestive? Notre ami peut-être? C'est des questions alternatives. On donne deux propositions. Oui et non. Question suggestive, généralement, on va essayer de projeter notre interlocuteur dans une situation particulière. Alors, je ne sais pas, on peut dire par exemple, qu'est-ce que vous allez faire demain face à un client exigeant? Donc, on est un peu dans le conditionnel. On va essayer de faire un scénario pour notre interlocuteur et poser la question en fonction de ça. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous aurez 85 ans? Donc, on est en train de lui suggérer une situation et lui demander une réponse par rapport à cette situation et à cette suggestion. Quel que soit le type de question, toutes les questions doivent être brèves, claires et pertinentes. Maintenant, la façon la plus simple pour cerner les besoins, c'est de commencer par une question ouverte, puis alterner en fonction du style de personnalité. Exemple, le type de question ouverte qu'on peut choisir. Que puis-je pour vous? Comment je peux vous aider? Etc. شلون؟ وي هذا هو تفضل مرحبا بك تفضل فاش نجم نعاود نجم نقولوها بالعربي voilà. Alors je vous rappelle le chiffre de 8%. On a dit que entre ce qu'on veut dire et ce qu'on retient, il y a 8% du message qui passe. C'est pourquoi il est important de reformuler pour nous assurer que ce que nous avons compris et retenu est effectivement ce qu'a voulu dire notre patient client. La meilleure façon pour nous assurer, c'est de reformuler. Déjà, ça va nous aider à montrer à notre patient client qu'on est réellement là pour comprendre son attitude, qu'on est là pour comprendre et pour l'aider. Ça va nous aider à préciser certains détails. Ça va aussi nous aider à orienter le dialogue, à faire le bilan, etc. Donc, quelques formulations simples pour reformuler. C'est ensemble, en résumé, si j'ai bien compris, en d'autres termes, ainsi, etc. Pour revenir à la question alternative, voici un exemple de question alternative. Pour vous, ce qui est important est ceci ou cela. Voilà, donc on lui donne le choix entre deux alternatives. On arrive maintenant au style de personnalité, et pour cela, nous allons essayer de voir ensemble la méthode DISC. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a une idée sur cette méthode-là. D'accord? On va essayer de l'aborder ensemble. Il s'agit d'une technique qui a été inventée par le professeur William Moulton dans les années 30 aux États-Unis. Il s'agit en fait d'une analyse du comportement qui va nous permettre d'agir avec efficacité. Selon la théorie du professeur, c'est que nos actions physiques ou verbales sont plutôt en rapport avec des attitudes, elles-mêmes en rapport avec des motivations, elles-mêmes en rapport avec des besoins psychologiques de base. Donc ça ressemble beaucoup à cet iceberg, pour dire que ce que nous voyons ici est en réalité en rapport avec des besoins psychologiques fondamentaux qu'on ne peut pas voir de prime abord.
C'est pourquoi il est important d'essayer de comprendre le style de personnalité pour comprendre les besoins psychologiques de cette personne-là et agir en conséquence. Donc, selon ces théories-là, on distingue 6 besoins fondamentaux. Le pouvoir, l'accomplissement, la reconnaissance, l'appartenance, la sécurité et l'ordre. Ça ressemble un peu à la pyramide de Maslow, mais c'est un peu plus détaillé. Donc, généralement, chacun d'entre nous a certainement tous ces besoins-là, mais à des degrés différents. Certaines personnes cherchent plutôt le pouvoir, alors que d'autres s'intéressent prioritairement à l'appartenance. Donc, au final, voici comment on se présente. Ces besoins fondamentaux vont définir le style de personnalité de chacun d'entre nous. Voilà. Pour faciliter, encore une fois, la recherche et l'identification, l'auteur a choisi 2 paramètres clés. C'est l'autocontrôle. Il y a un tableau ici qui contient exactement les mêmes informations. Donc, je disais que l'auteur a choisi 2 paramètres clés, l'autocontrôle et le pouvoir sur les autres. Les personnes qui cherchent plutôt l'autorité, un exemple type, alors que des personnes qui cherchent plutôt l'autocontrôle. Alors, quelqu'un qui a... Voilà. Donc, quelqu'un qui cherche plutôt l'autre, qui a une grande capacité d'autocontrôle et un faible potentiel de pouvoir sur les autres, c'est ce qu'on appelle le style bleu. Ce style bleu cherche plutôt l'ordre et la sécurité. La personne qui a une grande capacité d'autocontrôle associée à un grand pouvoir sur les autres, c'est plutôt une personne du style rouge. Le style rouge, il cherche avant tout le pouvoir, accessoirement l'ordre et l'accomplissement. Une personne qui a un faible potentiel d'autocontrôle, mais qui cherche le pouvoir sur les autres, c'est le style jaune. C'est quelqu'un qui cherche avant tout la reconnaissance. Et le 4e style, c'est le style vert. C'est quelqu'un qui a un faible pouvoir sur les autres et un faible pouvoir d'autocontrôle. C'est quelqu'un qui cherche avant tout l'appartenance associée à la sécurité. C'est quelqu'un qui cherche toujours à trouver un groupe de personnes qui correspondent un peu à ses besoins, qui lui ressemblent, pour s'identifier. J'ai rien dit. Voilà. Donc, essayez de retenir la différence entre ces 4 styles de personnalité. De toutes les façons, vous avez devant vous ici toutes les données. Il suffit juste de classer que le bleu, le rouge, le jaune et le vert. Très bien. Alors, on va essayer maintenant de les aborder un par un. Le style rouge. Je vous rappelle que le style rouge cherche avant tout le pouvoir, accessoirement l'accomplissement et l'ordre. Les forces du style rouge vont être, c'est quelqu'un qui adore prendre les choses en main. Généralement, ce sont des personnes actives, indépendantes, orientées résultats. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui se concentre avant tout sur les tâches. Ce sont les personnes qui disent souvent que la fin justifie les moyens. Les faiblesses du style rouge, c'est qu'il est impatient
il cherche toujours à dominer la situation. Il est un peu distant, il n'est pas très amical. Il est très exigeant, voire agressif. Je suis sûr que vous avez parmi vos clients des personnes rouges. Essayez juste de schématiser un peu ce style dans votre entreprise. Ce chef d'entreprise qui entre, qui veut être servi avant tout le monde, qui n'apprécie pas qu'on lui pose beaucoup de questions inutiles, etc. Donc, le style rouge, il accepte de répondre aux questions fermées. Il tolère les questions ouvertes lorsqu'elles sont logiques, mais n'apprécie pas les questions suggestives. Comment faire avec ce style? Avec le rouge, il faut aller droit au but. Donc il faut, par exemple, si on est face à un rouge qui cherche un écran, n'essayez surtout pas de lui suggérer des conseils inutiles. Alors voilà, essayez simplement de présenter les différents produits qui répondent à ses besoins en lui expliquant les différences. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui vient vous dire que j'ai une peau grasse, je cherche un écran, n'essayez pas d'aller plus loin dans la recherche du besoin. Essayez plutôt de lui exposer ce que vous avez dans cette catégorie-là en lui expliquant la différence. Mais n'essayez pas d'être dans la posture du conseiller. Parce que par définition, le rouge sait ce qu'il veut. Il n'apprécie pas qu'on lui suggère des choses. Après, si ça l'intéresse ou s'il cherche une information, il ne va pas avoir honte, il va poser la question directement. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison. Comment? Ça ne veut pas dire aussi qu'il a toujours raison. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il a toujours raison, mais il croit qu'il a toujours raison. C'est quelqu'un qui croit qu'il sait. Parce que les produits, les médicaments, c'est à nous de conseiller. Conseiller, alors, conseiller, il faut bien savoir comment conseiller. C'est-à-dire, avec le rouge par exemple, essayez juste de lui expliquer que vous avez deux stylos, le vert et le rouge. D'accord? Alors, voici les avantages du vert, voici les avantages du rouge. Mais c'est à lui de prendre la décision. Ce n'est pas à vous de décider à sa place. Lui exposer les avantages et les inconvénients et laissez-le prendre la décision. Voilà, on arrive maintenant au style bleu. Je vous rappelle les besoins fondamentaux du style bleu, c'est l'ordre, la sécurité et l'immobilité. Les forces du bleu, c'est quelqu'un, comme nous avons vu, qui a une grande capacité d'autocontrôle. Généralement, il s'agit de personnes précises, ordonnées, qui posent des questions très précises, détaillées, qui ont un esprit analytique et qui se concentrent plutôt sur les tâches comme le rouge. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui est amical, mais c'est quelqu'un qui peut faire une recherche sur Internet avant de venir vous voir pour chercher un conseil. C'est quelqu'un généralement qui est très méfiant. C'est quelqu'un qui lit automatiquement la notice avant de prendre son médicament. Voilà. Donc le style bleu répond aux questions ouvertes, il tolère les questions fermées, mais n'apprécie pas les questions suggestives. Il n'aime pas tout ce qui est conditionnel. Il veut du concret. Il veut des choses précises. Comment faire avec le style bleu? Essayons d'identifier avec le maximum de précision son besoin, la molécule, le dosage, la forme galénique, l'âge du patient, etc., etc. Un style bleu, par exemple, ne va pas apprécier de prendre un médicament sans que vous lui posiez en préalable à qui est destiné ce médicament. Sans préciser, par exemple, l'âge de l'enfant qui va prendre ce médicament. Pour lui, c'est un manque de sérieux de votre part. Comment vous avez conseillé un produit sans connaître avec précision le besoin?
Mais c'est important, là. Il risque carrément de créer une rupture de confiance. Donc avec le style bleu, essayez de baser votre argumentation sur des preuves cartésiennes, sur des chiffres, sur les AMF, sur les effets indésirables, etc. Ne pas oublier de rappeler les précautions d'emploi, les effets secondaires et les contre-indications au bleu. Pour lui, c'est très important. Ah oui, bien sûr, avec le bleu, parce que n'oubliez pas que le bleu va lire le prospectus avant de prendre son médicament. Il risque d'être déçu s'il découvre que vous avez oublié de mentionner que, je ne sais pas, votre femme ne peut pas prendre ce traitement. Il faut expliquer, non, mais au moins les grandes lignes. Par exemple, les boîtes d'aspirine, vous automatiquement lui dire que essayez de trouver de prendre un pansement gastrique avec, si vous avez eu auparavant quelques soucis. Voilà. Parce que s'il va découvrir ça par lui-même, sachant qu'il a déjà eu des problèmes d'estomac, il va dire que c'est pas normal. Ben voilà, le pharmacien m'a donné le produit sans préciser. On arrive maintenant au style vert. Quels sont les besoins du style vert? Rappelez-vous, l'appartenance, la sécurité et la reconnaissance. Les forces du style vert, c'est quelqu'un qui est très détendu. Il est patient pour une fois. Il est toujours à l'écoute, aimable, compréhensif, orienté, relationnel. Voilà. C'est quelqu'un qui va passer un quart d'heure à papoter avec votre préparateur sur les enfants, sur les examens, sur toutes les questions de la vie quotidienne, avant même d'aborder le sujet principal. Vous avez parlé tout à l'heure, mesdames, de ce patient qui vient à 18h30 juste pour papoter. Ben, ça, c'est du vert. Ah, oui. Ou plutôt, du genre. Ça dépend de la relation. Donc, même beaucoup de pharmaciens sont assez verts. Je dois Même beaucoup de collègues sont verts. Je ne suis pas bien placé pour le dire. Les faiblesses du vert, c'est qu'il s'agit généralement de personnes fragiles, indécises, qui ne peuvent pas dire non. Les verts aiment bien répondre aux questions ouvertes et suggestives et n'apprécient pas les questions fermées. Pourquoi? Pourquoi, selon vous, le vert n'apprécie pas les questions fermées? Effectivement, en plus il est indécis. Et ce sont les plus redoutables. Parce qu'ils peuvent acheter quelque chose et après revenir après une heure pour la rendre. Alors un vert peut passer 30 minutes à hésiter entre deux produits. Et revenir le lendemain. Et revenir le lendemain, voilà. Alors comment faire avec le vert pour éviter effectivement ces situations-là? Avec le vert, il faut essayer de l'orienter au maximum. Mettre en avant plutôt les expériences personnelles. Un vert ne comprend pas les chiffres, ne comprend pas les résultats cliniques. Pour lui, ce qui compte, c'est les références. Par exemple, vous pouvez facilement convaincre une personne du style vert en disant que j'utilise moi-même ce produit-là. Pour lui, c'est une garantie. C'est bon. Si le pharmacien utilise ce produit, c'est que c'est le bon. Ah oui. Le bleu est totalement. Non, avec le rouge, ça marche pas. Si, ça marche. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je donne une forte confiance au pharmacien. Je l'ai donné à quelqu'un. En principe, ça marche. Ça dépend. En rouge, généralement, et c'est ce qu'il veut. Il ne vient pas chercher un conseil. Ça dépend des quartiers aussi. Voilà, oui. Ça dépend des quartiers. De toutes les façons, les styles de personnalité dépendent du quartier, effectivement. C'est normal. Quand les gens n'ont pas un niveau élevé, voilà. En général, Voilà. Effectivement. C'est aussi une question d'estime de soi. On arrive au dernier style, le style jaune.
Le style jaune, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui cherche la reconnaissance, qui cherche l'accomplissement et l'appartenance. C'est le jaune. Avant tout, la reconnaissance. Les forces du jaune, c'est tout d'abord le fait qu'il soit spontané. Au vert, c'est quelqu'un qui marche au feeling. C'est quelqu'un qui cherche les résultats rapides, dynamiques, énergétiques, extravertis. Ce sont des personnes qui ont des fortes personnalités et qui sont orientées relationnelles. Un jaune, lorsqu'il arrive dans une soirée, au bout de 15 minutes, tout le monde va se mettre autour du jaune. Il va être le centre d'intérêt de la soirée. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de lancer des blagues. Ah, c'est pas l'inverse? Comment? Le jaune, c'est pas l'inverse? Non, c'est pas l'inverse. Le jaune, c'est quelqu'un qui cherche la reconnaissance. Donc c'est quelqu'un qui cherche à monopoliser la parole. C'est quelqu'un qui a un amour très facile. Et qu'au bout de 30 secondes, il peut devenir un ami proche. Comment? Il n'a pas ce pouvoir de séduction, son pouvoir de... Il cherche à séduire. C'est un séducteur. Il aime bien séduire. Par rapport au jaune, j'ai la même analyse que madame. Pourquoi? D'où est-ce que vous avez tiré ça? Le jeune, il cherche un groupe, il veut se faire appartenir à un groupe, donc même à l'inverse. Il n'a pas ce pouvoir pour... Alors, laissez-moi préciser un détail. Le jaune, il est là. Donc, ce qu'il cherche avant tout, c'est la reconnaissance. C'est pas l'appartenance? Non, l'appartenance, c'est le vert. Le vert cherche un groupe. Le vert cherche des personnes qui lui ressemblent pour se sentir en sécurité. Oui, parce que le vert, il a besoin de l'appartenance et de la sécurité. Le jaune, il n'a pas besoin de sécurité. Au contraire, c'est quelqu'un qui est au vert, mais c'est quelqu'un qui cherche à être reconnu. C'est quelqu'un qui va acheter le dernier modèle BR juste pour être reconnu. C'est quelqu'un qui est prêt à se ruiner pour mettre des habits de grande marque. Voilà, pour dire que voilà, j'existe. Il ne cherche pas la reconnaissance pour indirectement avoir le pouvoir. Oui, indirectement. Indirectement, oui. Indirectement, oui. Parce que, comme on l'a dit, il cherche le pouvoir. Voilà. Il cherche le pouvoir. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est orienté détail. Le rouge, par exemple, il cherche aussi le pouvoir. Mais le rouge, il a la capacité. C'est quelqu'un qui a le sens de l'analyse. C'est quelqu'un qui bouquine. C'est quelqu'un qui a les informations. Le jaune, c'est le profil type du frimeur, en quelque sorte. De la révise? Si oui, si vous voulez. Si vous voulez. Voilà. Comme on l'a dit, c'est insincère, c'est un trompeur, par définition. Oui. Une différence entre le rouge et le jaune, c'est plus sur la confiance en soi. Tout à fait. C'est beaucoup moins chez le jaune. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est la confiance en soi et c'est l'autocontrôle. Le rouge, il est capable de se maîtriser. Le jaune, par exemple, et comme j'ai dit, il peut passer 30 minutes à parler pour ne rien dire. Mais juste pour monopoliser la parole. Pour dire que j'existe. Monsieur, je sais tout. Même si c'est pas vrai. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt arrogant, frimeur. Évidemment, le jaune, il répond à toutes les questions. Il adore parler, il connaît tout, il répond à toutes les questions. Alors, comment faire avec notre ami jaune? Il faut essayer de découvrir ses habitudes. Ne pas hésiter à le féliciter et à lui proposer toutes les nouveautés. Un jaune, par exemple, adore acheter le dernier produit. Voilà, le plus cher. Le dernier produit. Le jaune, par exemple, va acheter... C'est le meilleur client. C'est le meilleur client. Oui, donc on va rattraper Alors, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, je vais vous dire pourquoi. Comme il s'agit par principe de quelqu'un qui est trompeur, il n'est pas très sincère,
c'est quelqu'un qui peut vous causer quelques problèmes de recouvrement. Voilà. Avec le jaune, privilégiez, c'est vrai, les produits innovants qui sont à la mode, les grandes marques, etc. Par contre, essayez toujours de trouver un compromis sur le paiement. Un jaune, il achète tout. Après, débrouillez-vous pour chercher votre argent. Voilà. Je prends tout et je ne suis pas. Donc, pour résumer, voici un petit résumé. Le style rouge. Avec le rouge, il faut être logique, ne pas perdre de temps. Le laisser prendre la décision lui-même. Avec le bleu, il faut faire une argumentation logique basée sur des preuves. Avec le vert, se préparer à passer beaucoup de temps, l'aider à prendre une décision. Et avec le jaune, consacrer un temps suffisant pour arriver à un commun accord. Et n'oubliez pas le côté recouvrement. Voilà, je vais conclure comme ça. Alors, on arrive maintenant à la fin. La conclusion de la vente. Avant la fin, avant tout, on doit être de quelle couleur, nous, devant ce client? On doit se c'est un caméléon, on arrive à alors, pourquoi on a fait tout ça? C'est juste pour vous dire que vous devez vous adapter au style de personnalité, vous passez au client. C'est normal. Si on est rouge, si on est rouge, comment ça change? Il faut s'adapter à la personnalité. Oui. On doit être du rouge. Je suis d'accord avec vous. Alors, j'adore votre réponse. Donnez le bon conseil. Et qui dit bon conseil, dit le contenu. Comment on définit un bon conseil? C'est un conseil. Alors, juste, un bon conseil par définition, c'est un conseil qui associe et le contenu et le contenant. C'est-à-dire le contenu et comment le présenter. Sinon, si vous allez balancer simplement l'information sans être sûr que votre patient client va le comprendre, vous n'avez rien fait. Si on doit parler du point de vue ce que le patient a besoin, oui. Lui donner le meilleur conseil. Et par la suite, on peut un peu parler de points financiers, de l'argent. Parce que si tu lui dis que tu vas acheter avec un prix qui est élevé, tous les médicaments, donc ils sont trop chers, je peux te donner pour un patient des médicaments qui te coûtent 50 dinars, 100 dinars. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Donc, il faut voir le médecin. En fin de compte, il voit que c'est bien. Merci à la fin. Oui. Ça passe bien. Bah, tant mieux. Nous avons tous un client en commun qui joue plus haut. Ça me dépasse. Ça me dépasse, je n'ai pas de réponse. Alors, pour conclure, on va passer à la conclusion de la vente. Donc, comment conclure la vente? Selon vous, quand est-ce qu'on doit conclure la vente? Quel est le moment idéal pour conclure une vente? Oui. Quoi d'autre? Smart, une bonne réponse. Voilà. Signal d'achat. C'est ça. Alors, il faut conclure à n'importe quel moment. Dès qu'on détecte un signal d'achat. Avec un rouge, par exemple, on n'a pas besoin de bien expliquer, blablabla. Ben, avec un rouge, il suffit de détecter le signal d'achat. C'est bon, on passe à la caisse. On va essayer de voir quelques exemples de signaux d'achat. Il y a tout d'abord les signaux du registre non verbal, un hochement de la tête, un jaune à qui on vient proposer le dernier écran à 70 dinars. Voilà, la
rassurez-vous que le chèque est endossable simplement. Alors, avec un bleu, par exemple, le signal d'achat va être le fait qu'il va prendre le produit en main, le retourner, voir, lire la notice pour être sûr que c'est le bon produit, etc. Ça dépend de la personnalité. Ça dépend de la... J'ai dit avec le bleu. Ça dépend de la personnalité. Alors, il y a aussi des signaux qui font partie du registre verbal. Par exemple, des questions de détail. Quelqu'un qui cherche la facilité d'utilisation. Quelqu'un qui vous pose des questions sur les autres indications, sur les autres formes galiniques, quel est le retour des autres utilisateurs, etc. C'est-à-dire qu'il a déjà accepté votre argumentation, il est convaincu de l'intérêt de ce produit dans l'indication, mais juste par souci, par curiosité, il cherche autre chose pour se rassurer lui-même. Pour être sûr que ce produit pourrait être bénéfique, par exemple, pour la femme, pour l'enfant, etc. Voilà, c'est ça. Les réflexions sur l'utilisation. Par exemple, quelqu'un qui va vous poser la question de la posologie, de la conservation. C'est que c'est bon, on a accepté le principe et on est passé au détail. Accepter le principe veut dire accepter le principe d'acheter. Et donc, ce genre de questions, c'est plutôt des questions de forme. Donc, l'accord de principe y est, c'est des questions de forme pour conclure là. D'autres types de signaux d'achat, un long silence, c'est qu'un verre, par exemple, qui passe 5 minutes sans parler, il hésite, ben nous avons deux choix. Soit de laisser comme ça pendant 2 heures, soit l'inciter directement. S'il hésite, 1 minute, 2 minutes, c'est bon, c'est le moment d'aller à la caisse. Au moins, on va l'aider à prendre une décision. Un genre qui vous invite à négocier les modalités de paiement, les éventuelles remises, etc. C'est aussi un signal d'achat. C'est qu'on a accepté le principe, on se projette dans le comment payer. Voilà. Pour terminer avec la dernière étape que certains oublient souvent, c'est la prise de congé. Par exemple, la prise de congé, par définition, on a dit que la première impression est très importante. On va conclure avec une autre phrase. La dernière impression est aussi très importante. Donc, pourquoi il faut soigner cette étape? Parce que, Kimakol, c'est l'étape durant laquelle on peut rassurer le client, le féliciter pour le choix et simplement l'inciter à revenir. En pratique, c'est le moment de lui dire félicitations, vous avez un excellent choix. Bien expliquer le mode d'utilisation lorsqu'il s'agit d'un bleu, par exemple. Ne pas oublier les conseils associés avec le bleu, encore une fois. Remercier pour la confiance avec le rouge. Merci pour votre confiance, monsieur. N'oubliez pas le petit cadeau pour susciter l'intérêt d'un jaune, pour lui dire que dans 2 jours, nous allons recevoir tel et tel produit. C'est contre la déontologie, ça. Voilà. Et alors, remercier le client ne veut pas dire bavarder avec un verre. Parce que cela peut prendre 45 minutes. Donc, soigner les dernières étapes, oui, mais ne pas s'étaler dans les détails. Et voilà. Alors, si vous avez des questions, parce que c'est, je crois que la pause cachée. Oui. عندي 37 سنه خدمه والله استنفعت من القانون. لا جو بوزي ان ديفي كنت باش نحضر كان باش تاثر عليا باش تغير لي سكون معناتها الواحد نتاعي
Oui, soit en officine, voilà, dans tous les secteurs pharmaceutiques. Alors, le salut viendra par la valeur ajoutée. Tout à fait. Les combats que mène le spot aujourd'hui vis-à-vis des parapharmacies, les combats qui sont en train d'être menés aujourd'hui pour la législation. Alors, la valeur ajoutée dans l'officine, c'est la chose la plus... Qu'est-ce qui fera aujourd'hui que quelqu'un viendra à l'officine, il n'ira pas à la para? C'est ce genre de choses. Quand ça devient procédural, notre consoeur a dit que parfois à 19h on ne peut pas le faire. C'est vrai, on est conscient de ça. Mais on peut limiter quand ça devient une procédure. On inculque ça à notre personnel. On le fait d'une manière procédurale. Les procédures, là, elles ramènent des résultats. Quand ça devient procédural, on peut le faire plus souvent. Et la valeur ajoutée aujourd'hui, ça passe par ça. On peut se battre. Aujourd'hui, le combat, c'est contre les grandes et moyennes surfaces, les parapharmacies. La concurrence, elle devient rude et de partout. Et la CNAM qui ne paye pas. Et l'Internet qui donne un avis tout à fait aussi important que toi. Le pharmacien a agir pas avec les. Un médecin me dit, il a prescrit une ordonnance. Le patient trouve les blogueuses مش هكا صحيح اللي في الفوrum la concurrence devient la valeur ajoutée passe aujourd'hui par ce genre de formation. Merci beaucoup. Oui.